Bienvenue sur notre chaîne, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une jeune mariée dont la nuit de noces, censée être un doux commencement, s'est transformée en l'un des moments les plus sombres de sa vie. Je m'appelle Duruyaln, j'ai 27 ans, et un seul jour s'est écoulé depuis mon mariage. Normalement, je devrais être en train de vivre le moment le plus spécial de ma vie avec mon mari. Mais non, je suis assise seule, recroquevillée dans ma chambre de jeune mariée. Ma robe de mariée était accrochée dans le coin. Les lacets de mes chaussures blanches n'étaient même pas défaits. Le vent soufflait dehors, s'infiltrant par l'interstice de la fenêtre, ululant. Le tic-tac de l'horloge me transperçait le cœur comme des poignards, et je ne pouvais pas chasser de mon esprit l'instant qui venait de se produire. Mon mari, Alpara, n'a prononcé qu'une seule phrase, « Je suis fatigué ». Dors, je descends voir ma mère. Je vais lui parler un peu. Pas de câlin, pas de baiser, ni même de caresses dans mes cheveux comme il le faisait auparavant. Je suis resté silencieusement à le regarder partir. Le mariage avait été vraiment épuisant. Il y avait eu beaucoup d'invités. Les deux familles avaient été prises par la précipitation. Mais malgré tout, cette nuit était notre première nuit. Nous avions bravé des tempêtes pour pouvoir nous marier. Alors que j'étais pleine d'excitation à l'idée d'être épouse pour la première fois, il était presque 22 heures. J'ai cru qu'il descendait chez sa mère pour un court instant, mais il fut 23 heures, puis 23h30. Il n'était toujours pas revenu. Une inquiétude commença à m'envahir. La maison de ma belle-mère était un ancien manoir de 3 grandes pièces. Sa cour était vaste, ses murs en briques et son toit en tuiles. Notre chambre était au fond. Au milieu se trouvait la chambre de ma belle-mère et, à côté, l'ancienne chambre d'Alpara. À l'avant se trouvait le salon de réception et la cuisine. J'ai doucement ouvert ma porte. Je n'ai pas allumé les lumières. Une lumière jaune filtrait de la chambre de ma belle-mère dans le couloir. J'ai pensé qu'il lui parlait probablement. J'allais refermer la porte pour ne pas les déranger quand j'ai entendu un son. C'était comme un gémissement. J'ai tendu l'oreille, me demandant si j'avais mal entendu. Oui, le son venait de là, très léger mais très distinct. Ce n'était pas le gémissement d'un malade. C'était un son étouffé, étrange. La curiosité et la peur se sont mêlées. J'ai voulu faire demi-tour, mais mon doute intérieur m'a entraîné vers la porte de ma belle-mère. La porte était entr'ouverte. Une lumière tamisée filtrait de l'intérieur. Je me suis penché doucement et ce que j'ai vu m'a presque coupé le souffle. Sous la lumière tamisée, mon mari, Alpara, était assis au bord du lit de ma belle-mère, Nurtenara. Il lui touchait le front avec un linge. Mais il y avait une intimité si étrange dans ce geste que mon sang s'est glacé. Nurtenara était allongé sur le côté. Son visage était rouge, ses cheveux en bataille, un des boutons de sa chemise de nuit était ouvert. Je n'ai pas osé regarder davantage. Le cœur battant à tout rompre, je me suis précipité dans ma chambre. Je me suis senti coupable comme si j'avais commis un grand péché. Non, c'est mon imagination, me suis-je dit pour me rassurer. Mais tout mon corps tremblait. Quand Alpara est revenu dans ma chambre, il était presque 1h du matin. Son visage affichait une expression sereine comme si de rien n'était. « Tu as parlé si longtemps avec ta mère ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. Oui, elle avait un peu mal à la tête. Je lui ai mis un linge sur le front. Je n'ai rien dit, mais à partir de ce moment-là, un doute indescriptible a commencé à s'ancrer en moi. Il m'était désormais impossible de dormir. Le lendemain matin, ma belle-mère Nurten a retrouvé son expression sérieuse et autoritaire habituelle. Entre deux mots, elle m'a demandé comment je me sentais au lendemain de la nuit de noces. Il m'a fallu du temps pour m'habituer à l'ordre de la maison, a-t-elle dit. Dans cette maison, tout fonctionne selon un certain ordre. Quiconque commet une erreur le saura. J'ai baissé la tête et murmuré « d'accord », mais mes yeux se sont tournés vers mon mari, Alpara, assis à côté de moi. Son visage était froid, il ne montrait aucun signe d'émotion. Il y avait une tension étouffante à la table du petit déjeuner. Je pensais qu'en tant que nouvelle mariée, j'aurais seulement du mal à répondre aux attentes de ma belle-mère. Mais la véritable question était plus profonde. L'indifférence de mon mari la première nuit, et le sinistre secret qui me hantait toute la nuit. Même si je me disais « elle ne pense pas mal », c'est un fils dévoué à sa mère. C'est normal qu'il s'occupe d'elle quand elle est malade, l'image de la veille et ce léger gémissement ne me quittaient pas l'esprit. Une voix en moi disait, quelque chose ne va pas.
J'ai pris ma décision. Si cette nuit encore il y avait une étrangeté, je ne resterais pas silencieuse. Toute la journée, je me suis senti vide. La scène de la veille repassait sans cesse devant mes yeux, l'ombre penchée d'Alpara, les cheveux en bataille de Nurtenara, sa chemise de nuit à moitié ouverte et se sont étouffés. Je n'étais pas une femme rongée par la jalousie aveugle, mais je n'étais pas non plus assez stupide pour me laisser berner. Je devais découvrir la vérité. L'après-midi, pendant que ma belle-mère dormait, j'ai aidé Sefika, la femme de ménage, à préparer le repas dans la cuisine. Elle m'a demandé d'un air moqueur, « As-tu bien dormi la nuit dernière ?» Sa question était ordinaire, mais il y avait une interrogation dans ses yeux. J'ai essayé de sourire et j'ai demandé, « Pas mal. » Ma sœur, dit-elle, Alpara va souvent voir sa mère la nuit. Elle a hésité un instant, puis elle a rapidement continué à éplucher les légumes et a dit, « C'est un fils très dévoué. S'il a mal à la tête ou au dos, c'est toujours lui qui s'en occupe. Parfois, il lui fait même des massages, et il lui arrive de rester dans sa chambre jusqu'au matin. » Ah, je ne sais pas, ai-je insisté. Cette fois, elle n'a pas répondu. Elle a coupé la carotte avec force. Ça, je ne sais pas. Je dors dans la chambre à côté de la cuisine. Je n'entends rien. Tu viens d'arriver. Ne t'en fais pas trop. Toutes les belles-mères sont un peu difficiles au début. Un sourire tendu apparut sur mes lèvres, mais la tempête en moi ne s'apaisa pas. Le soir venu, après le repas, le calme revint. C'est alors que la phrase que je craignais revint. Alpara a dit, « Dors, je vais voir ma mère. » Mon sang se glaça. Le scénario se répétait, mais cette fois je ne resterai pas silencieuse. J'ai hoché la tête, j'ai fermé la porte et j'ai fait semblant de dormir. Moins de 15 minutes plus tard, j'ai mis un gilet et j'ai doucement entrouvert ma porte. Sous les lumières tamisées du couloir, je me suis dirigé vers la chambre de ma belle-mère. La porte n'était toujours pas complètement fermée, et les lumières étaient allumées à l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai jeté un coup d'œil par l'interstice. Cette fois, je n'avais plus aucune excuse pour ce que je voyais. Le spectacle qui s'offrait à moi était tel que je savais que je ne l'oublierais jamais de ma vie. Alpara massait le dos de sa mère. Si c'était l'attention ordinaire d'un fils, cela n'aurait pas été un problème, mais ce n'était pas le cas. Leur intimité était excessivement forte. Ma belle-mère, Nurtenara, était allongée sur le côté. Sa chemise de nuit remontait jusqu'aux épaules, laissant son dos nu. Alpara faisait des mouvements lents et circulaires avec ses mains comme s'il consolait quelqu'un. Pire encore, la voix basse de Nurtenara frappa distinctement mes oreilles, doucement. Comme la dernière fois, Alpara ne répondit pas. Il continua simplement. J'ai serré le chambranle de la porte. Tout mon corps tremblait. Je ne voulais pas y croire. Je rejetais ce que mes yeux voyaient. Je suis retourné en courant dans ma chambre. Mes larmes ont coulé. Je me suis effondré sur le lit. Une seule pensée tournait en boucle dans ma tête, je ne peux pas rester ainsi. Je dois en savoir plus. Je dois trouver des preuves. Je me suis souvenu que j'avais un vieux téléphone dans ma valise. Sa caméra à vision nocturne, que j'utilisais en voyage, fonctionnait toujours. J'ai allumé le téléphone, l'ai mis en mode enregistrement continu. J'ai couvert les bords de ruban adhésif noir pour qu'aucune lumière ne filtre. L'écran est devenu noir. Je suis sorti discrètement de la chambre et l'ai placé sur la bibliothèque dans le couloir. Sa caméra était orientée directement vers la porte de ma belle-mère. J'ai réglé 3 heures d'enregistrement, et je suis retourné dans ma chambre. Je me suis glissé dans mon lit, faisant semblant de dormir. Alpara est rentré vers minuit 45. Son visage affichait une expression sereine comme si de rien n'était. « Tu dormais » a-t-il murmuré. J'ai régulé ma respiration et je n'ai pas répondu. Il a éteint la lumière et s'est allongé à côté de moi, mais ne m'a pas touché. Il n'a pas dit un mot. Toute la nuit, je n'ai pas pu fermer les yeux. Le matin, je me suis levé très tôt. Alors qu'Alpara était dans la salle de bain, je suis rapidement sorti dans le couloir. J'ai pris le téléphone. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai lancé l'enregistrement. Mon cœur battait la chamade. L'image était floue, mais on pouvait distinguer. À 23h48, Alpara était entré dans la chambre de sa belle-mère. Il parlait, mais le son était si faible que je ne pouvais pas comprendre. Puis la lumière a scintillé. Apparemment,
il avait ajusté la lampe de chevet. Ensuite, il s'est agenouillé. Il a posé sa main sur son épaule, puis sur sa nuque. Lentement, très lentement, presque comme on touche un amant. J'avais la nausée. Nurtenara a posé sa tête sur l'épaule de son fils. Je n'en pouvais plus. J'ai arrêté l'enregistrement. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas quoi faire. Si je le disais, personne ne me croirait. Dans cette maison, tout le monde vouait un respect quasi divin à Nurtenara. Et mon mari, l'homme que je croyais être l'amour de ma vie, celui pour qui j'avais ignoré les avertissements de mes amis pour me marier, il n'était pas normal. Je devais découvrir la vérité. Si c'était vrai, je devais le révéler jusqu'à la racine. Ce matin-là, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai mis la table, j'ai rempli un verre d'eau et l'ai tendu à ma belle-mère. J'ai souri à mon mari, mais à partir de cet instant, je n'étais plus une jeune mariée naïve et excitée. J'étais une femme trahie, et l'auteur de cette trahison n'était pas une autre femme, mais peut-être la personne que j'appelais ma mère. Depuis 2 nuits, je n'avais pas fermé l'œil. Ma tête allait éclater, mais quelque chose d'étrange s'est produit, je ne pouvais plus pleurer. La douleur en moi s'était figée. Elle avait été remplacée par une détermination froide et tranchante. J'avais besoin de la vérité non pas pour maintenir ce mariage, mais pour me protéger de l'abîme sombre dans lequel j'étais tombé. Ce qui se passait entre Alpara et sa mère Nurtenara n'était plus un simple doute. Je l'avais vu de mes yeux, entendu de mes oreilles. Je l'avais même enregistré avec ma mini-caméra de vision nocturne. Mais ce qui me perturbait le plus, c'était le sentiment d'avoir été trompé. Pendant 3 ans, Alpara ne m'avait pas emmené souvent chez lui. Chaque fois, il venait en hâte, voyait sa mère un instant, puis nous partions immédiatement. À l'époque, j'avais cru qu'il était occupé ou qu'il n'aimait pas la promiscuité. Mais maintenant, je comprenais qu'en réalité, il ne voulait pas que je sois trop visible dans leur monde. Ce matin-là, après le départ d'Alpara au travail, j'ai rangé la chambre comme d'habitude. Mais cette fois, je me suis spécifiquement dirigé vers le salon, vers cette vieille armoire en bois que Nurtenara tenait sous clé depuis des années. J'avais déjà été curieuse, mais elle m'avait toujours averti, il y a des documents importants de Memetara dans cette armoire. Personne ne peut l'ouvrir. Mais aujourd'hui, j'avais une raison d'enfreindre les règles. J'ai fouillé le tiroir de la cuisine où se trouvaient les petites clés. Après plus de 15 minutes d'effort, j'ai trouvé la clé portant l'inscription AT65, compatible avec la serrure de l'armoire. J'ai pris le chemin du salon. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblantes ont tourné la clé. La serrure s'est ouverte avec un clic. L'intérieur était un fouillis, rempli de piles de documents. Une épaisse couche de poussière recouvrait le tout. J'ai essuyé avec un chiffon et j'ai commencé à examiner les dossiers. J'ai trouvé le certificat de décès de Memetara datant de 2004. Alpara n'avait donc que 16 ans à l'époque. En fouillant plus profondément, j'ai trouvé un vieux carnet. Sa couverture était usée. Une odeur de moisi s'en dégageait. Je l'ai ouvert. Sur la première page était écrit « Journal de Memetara, 2001 ». En tournant les pages, ma gorge s'est nouée et je suis resté figé devant l'entrée du 14 mai 2003. Ces derniers temps, Nurten se comporte différemment. Elle va souvent dans la chambre d'ALP la nuit. Quand je lui demande, elle répond « L'enfant fait des cauchemars, je vais le voir ». Mais ALP est un grand garçon. Pourquoi une mère voudrait-elle encore dormir avec son fils? Je suis inquiet. Quand je me réveille la nuit, je ne trouve pas ma femme dans mon lit. Le matin, le visage d'ALP est pâle, ses yeux sont éteints. J'ai voulu lui parler, mais Nurten m'a menacé, « Si tu oses me calomnier, je me suiciderai », a-t-elle dit. Il se passe peut-être quelque chose, mais j'ai peur. En lisant ces lignes, mon cœur battait la chamade. Tous mes poils se sont dressés. Je comprenais maintenant. Je ne rêvais pas. Cette obscurité avait commencé bien avant même que je ne connaisse Alpara. Jusqu'à fin 2003, il y avait des notes désordonnées. Puis elles s'arrêtaient brusquement. En 2004, il n'y avait aucun enregistrement. Cette année-là, Metara était mort. Le certificat de décès indiquait une mort subite par insuffisance respiratoire pendant le sommeil. Aucune autopsie n'avait été pratiquée. Aucune enquête n'avait été ouverte. Abasourdi, j'ai emporté le journal dans ma chambre et l'ai caché dans un tiroir verrouillé. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit d'une moto à l'extérieur.
Nurtenara était revenu du marché. Je devais me ressaisir et ne rien laisser transparaître. Ce soir-là, en préparant le dîner, son visage affichait une expression comme si de rien n'était. Mais parfois, en regardant Alpara, je capturais son regard possessif. Ce n'était pas le regard d'une mère sur son fils. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Faisant semblant d'être fatigué, je me suis retiré tôt dans ma chambre. Alors que ma belle-mère et mon mari regardaient la télévision en bas, j'ai secrètement appelé Gülsa Karaoglu, la cousine d'Alpara du côté de sa mère, que j'avais vue une fois le jour du mariage. « Allô ? Qui est à l'appareil » a-t-elle dit. « Je suis Duryal, la femme d'Alpara. Je m'excuse d'appeler tard, mais j'ai quelque chose d'important à vous demander. S'il vous plaît, aidez-moi. » Il y a eu un moment de silence. Puis Gülsaoglu a dit d'une voix douce, « Je sais, tu l'as remarqué aussi, n'est-ce pas ? Que quelque chose n'était pas normal. » Je suis resté figé. Je n'arrivais pas à croire que Gülsa Karaoglu ait parlé avant moi. « Tu sais » ai-je demandé d'une voix tremblante. Elle a soupiré. Sa voix était basse et fragile. Certaines choses, toute la famille les sait, mais personne n'ose les dire parce qu'il n'y a aucune preuve. Parce que Nurtenara est très doué pour tout cacher. Beaucoup de gens ont eu des soupçons depuis la mort de Memetara, mais tout le monde s'est tu. Ma voix a tremblé. Ma sœur, pourrais-tu être un peu plus claire ? Elle a continué. Une fois, je suis passé à l'improviste en fin d'après-midi. Alpara avait alors 17 ans. Je l'ai vu dans les bras de sa mère, mais pas comme une mère et un fils, plutôt comme un couple. À ce moment-là, je me suis demandé, mes yeux m'ont-ils trompé ? Mais avec le temps, j'ai vu d'autres étrangetés. Nurten l'empêchait de rencontrer qui que ce soit. Quand il avait une petite amie, elle le menaçait, provoquant la rupture. Toi, tu n'as peut-être pas attiré sa réaction par ta docilité, mais sa voix tremblait maintenant. J'ai entendu une nette inspiration. Je ne sais pas quelle est la vérité, mais si tu as des doutes, ne fais surtout pas d'enfant. Laisse-toi une porte de sortie. Tu comprends ? Ma gorge s'est nouée. Mes yeux me brûlaient. Sans qu'elle ne me voie, j'ai hoché la tête. Merci beaucoup, ma sœur, ai-je dit. Et j'ai raccroché. Je me suis allongé sur le lit. Je n'ai pas remarqué quand mes larmes ont commencé à couler. Je savais maintenant que je n'étais ni folle ni paranoïaque. Ce que j'avais vu était réel. Mais je savais aussi qu'en tant que jeune marié, sans argent ni soutien, révéler cet horrible secret ne serait pas facile. Et je ne pouvais pas attendre la mort en passant une nuit de plus dans cette maison. Je devais faire un plan, je devais partir d'ici. Mais d'abord, je devais faire tomber leur masque, révéler leur faux visage. Je n'étais plus une mariée rêveuse. Au moment où j'ai appris la terrible vérité derrière le faux sourire de ma belle-mère et le faux amour de mon mari, j'ai compris que le silence était un poison mortel pour moi. Mais si j'agissais de manière impulsive, tout s'effondrerait. Qui croirait qu'une mariée dans la première semaine de son mariage accuserait sa belle-mère et son mari d'immoralité ? Tout le monde me traiterait de folle, dirait que je calomniais, que j'inventais par jalousie. C'est pourquoi je devais tendre un piège parfait. Cette fois, je ne ferai aucun compromis. Tout d'abord, je devais agir comme si tout était normal. Je devais même paraître plus heureuse. « Maman, est-ce que je peux préparer des pois chiches à la viande et du riz pour le déjeuner aujourd'hui ? C'est votre plat préféré ?» ai-je dit. Nurtenara hésita un instant. Puis après ses regards perçants, elle sourit. « Bien ma fille, tu es si sage. Maman, ces derniers jours, vous avez l'air fatiguée. » Je me suis habitué. Être une mariée, c'est être âgée. Il n'y a rien à craindre. Être avec la famille me rend heureuse, ai-je dit. Elle hocha la tête. Une étincelle de satisfaction apparut dans ses yeux. Je savais qu'elle me mettait à l'épreuve, mais je jouerais mon rôle du mieux possible. En souriant gentiment, j'ai coupé les oignons, remué la marmite. Le déjeuner fut agréable. Alpara a attendu du thé. Il s'est comporté naturellement comme s'il n'y avait pas eu une seule nuit entre sa mère et lui. Mais cette tranquillité-là m'a encore plus effrayé. Après le repas, quand ma belle-mère s'est retirée dans sa chambre, j'ai discrètement sorti mon téléphone de rechange. J'ai transféré les images que j'avais enregistrées avec ce petit appareil sur l'ordinateur. J'ai coupé et monté les sons et les images les plus clairs et les plus compréhensibles pour créer un dossier. Je l'ai appelé l'ancien poème de conte de fées. Ensuite,
j'ai envoyé le dossier à mon adresse email. Puis, avec un compte différent, j'en ai envoyé une copie à Gulsaoglu. J'ai ajouté la note suivante au message: si quelque chose m'arrive, ouvre ce dossier. Le mot de passe est le nom de ta fille en caractères turcs. S'il te plaît, garde le secret jusqu'à ce que tu me contactes. Cette nuit-là, j'ai proposé à Alpara, ma chérie, et si nous montions un peu plus tôt dans votre chambre ce soir? Alpara fut surpris mais hocha la tête. D'accord, va dormir d'abord. Je m'assurerai que ma mère a pris son médicament et je viendrai. J'ai souri, mais j'avais tout préparé en moi. Je suis monté dans la chambre. J'ai fait semblant de fermer la porte, mais j'ai laissé une petite fente pour que le son puisse s'échapper. Puis je suis retourné dans le couloir. Cette fois, je n'avais pas de téléphone, mais j'avais caché un minuscule enregistreur vocal derrière la statue de Bouddha qui se trouvait près de la porte de la chambre de Nurtenara. C'était un objet que personne ne remarquerait. J'ai réglé 4 heures d'enregistrement. Puis je me suis glissé dans mon lit. Je me suis couverte, mais mes yeux sont restés grands ouverts à attendre. Vers minuit, la porte de la chambre de ma belle-mère s'est ouverte. De légers pas ont progressé jusqu'au bout du couloir. Un léger bruit de clé s'est fait entendre, puis le silence. Je me suis caché derrière les rideaux. La lumière filtrait par l'entrebâillement de la porte. Puis les voix, la voix d'Alpara: maman, as-tu pris ton médicament? La voix de Nurten: viens ici. J'ai très mal à l'épaule. J'ai essayé de retenir mon souffle. Le fait que mon propre mari parle ainsi à sa mère, suivi de cette intimité murmurée, me dégoûtait jusqu'à la moelle. Je n'en pouvais plus. Je suis retourné dans ma chambre. Le matin, je me suis levé tôt. J'ai fait semblant d'aller à la cuisine et j'ai récupéré l'appareil. Je suis monté dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai mis les écouteurs. J'ai rembobiné les enregistrements, et là la voix de Nurtenara: mon fils, seule ta mère te comprend. Puis Alpara: maman, tais-toi. Et si elle se doute? Nurten a gémi presque: même si elle se doute, elle ne peut rien faire. Ce n'est qu'une jeune mariée, docile, timide. Les précédentes sont parties aussi. Personne ne peut s'interposer entre nous. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas seulement un lien pervers, mais aussi une possession maladive. La femme qui jouait le rôle de la mère éloignait une par une toutes les femmes qui entraient dans la vie de son fils. ALP, es-tu une victime ou un complice? Il ne me restait plus de temps. Je devais sortir d'ici avant de perdre la tête. J'ai tout de suite appelé ma mère. Maman, tu me manques tellement. Puis-je venir te voir quelques jours? Ma mère fut surprise mais ne posa pas de questions. Viens ma fille, viens tout de suite. J'ai fait mes valises. J'ai soigneusement caché le disque dur externe contenant les enregistrements. Puis j'ai informé ma belle-mère. Maman, il y a du travail au village. Je vais chez ma mère pour quelques jours. ALP est au travail. Je ne veux pas le déranger. Nurtenara m'a regardé. Son regard était insatisfait, mais les mots suivants sont sortis de ses lèvres: va-t'en, mais ne parle pas à droite et à gauche. Notre maison a ses règles. Je n'aime pas les commérages. J'ai hoché la tête. Ne vous inquiétez pas, maman, ai-je dit. En sortant par la porte, je me suis retourné. J'ai regardé cette maison une dernière fois. Ce que j'avais autrefois cru être un foyer n'était plus qu'un manoir rempli d'obscurité, un lieu où la méchanceté se cachait derrière un masque de moralité. Partir n'est pas la fin, je le savais. Je reviendrai quand je serai prête. Je leur jetterai la vérité au visage. Je suis arrivé chez ma mère. Sous le soleil de juillet. Mon cœur était en miettes, mais mon regard était glacial. Ma mère me regardait. Avant qu'elle ne puisse poser de questions, je l'ai serrée dans mes bras et j'ai pleuré comme une enfant. Pendant 3 jours, je n'ai pas dit un mot. Ma mère n'a rien demandé. Elle est juste restée à mes côtés. Elle a fait à manger, elle a servi du thé. Le 4e jour, j'ai enfin pu parler. Maman, si je te disais qu'il y a un si grand secret dans la famille de mon mari que toute la famille serait terrifiée si elle l'apprenait, me croirais-tu? Ma mère a serré mes mains. Ses yeux étaient déterminés. Ma fille, quoi que tu dises, une seule chose compte pour moi. Tu ne mens jamais. Ma gorge s'est nouée. J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai tout raconté.
Des gémissements de la nuit de noces aux enregistrements secrets, au journal de Memetara et aux paroles de Gulsa. Ma mère est restée silencieuse longtemps. Ses vieilles mains tremblaient. Finalement, elle a murmuré, « Tu ne retourneras jamais dans cette maison. Mais puisque tu as des preuves, alors ne cache pas la vérité. » J'ai hoché la tête. J'y avais déjà beaucoup réfléchi et je savais que le moment était venu. Le lendemain, un message de Gulsaoglu est arrivé, « Dans 2 jours, il y a le Mével pour l'anniversaire du décès de Memetara. Tout le monde viendra. Nurten a invité tout le monde à dîner. Que vas-tu faire ? J'ai serré mon téléphone. Mon cœur battait la chamade. Je viendrai et je parlerai. Ma sœur, aide-moi. À ce moment-là, ouvre la vidéo, ai-je dit. Elle a immédiatement répondu, je suis à tes côtés. Il faut que ça finisse maintenant. 2 jours plus tard, le jour du Mével, je suis descendu du taxi, vêtu d'une simple robe crème. Pas de maquillage excessif, pas de boucles d'oreilles ostentatoires, juste une mariée venue pour l'anniversaire du décès de son beau-père. Le manoir de la famille Alpara était plus bondé que jamais ce jour-là. Les parents, surtout du côté paternel, affluaient. Tout le monde a été surpris de me voir. Certains ont dit avec un sourire moqueur, la nouvelle mariée n'était pas là jusqu'à hier. Est-elle revenue ? Elle doit s'ennuyer de son mari. J'ai souri légèrement mais n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, les propriétaires de ces rires seraient figés sur place. Alpara afficha de la surprise en me voyant. Il vint rapidement à mes côtés. « Toi, pourquoi es-tu venu ? Tu n'as rien dit. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Ne devrais-je pas venir pour le Mével de ton père ? C'est aussi mon devoir, ai-je dit. » À ce moment-là, le visage de Nurtenara qui sortait de la cuisine pâlit. « Tu es venu, dit-elle avec un sourire forcé. » J'ai dit respectueusement, « Oui, mère. J'ai appris que c'était le Mével de votre père aujourd'hui. » Je voulais remplir mon devoir de jeune mariée. Je voyais très clairement l'inquiétude cachée derrière son nouveau foulard noir et son maquillage soigneusement appliqué. Le Mével fut bruyant et bondé. Puis nous nous sommes tous assis à table. J'étais assise à côté d'ALP et de Nurten. J'avais un sentiment comme une actrice attendant son rôle sur scène. Le rideau allait bientôt tomber. Au milieu du repas, j'ai frappé sur mon verre. Mes oncles, mes tantes, mes frères et sœurs, aujourd'hui est l'anniversaire du décès de mon beau-père, Memetara. Je voudrais dire quelques mots. Le salon devint silencieux. Nurtenara fronça les sourcils. ALP murmura, pas maintenant, tu parleras plus tard, mais je continuai. Je pense que c'est le bon moment parce qu'aujourd'hui tout le monde est ici et si je me tais, certaines choses resteront en moi toute ma vie. Je fis signe à Gulsa Karaoglu. Elle hocha la tête et ouvrit sa tablette pour lancer l'enregistrement. Dans un silence de mort, la voix de Nurtenara résonna, si elle se doute, elle ne peut rien faire. Ce n'est qu'une jeune mariée timide. Les précédentes sont parties aussi. Personne ne peut s'interposer entre nous. Puis vint la voix d'Alpara, maman, tais-toi. Et si elle se doute ? La table resta affligée. Les bouchées se nouèrent dans les gorges. Tout le monde me regardait, mais ce n'était que le début. Je sortis une petite clé USB de ma poche. Je l'ai tendue à Maître de Mire, assis à côté de moi. « Peux-tu allumer le projecteur ?» ai-je dit. Et puis les images apparurent dans le salon. La 2e nuit de notre mariage, Alpara agenouillait dans la chambre de sa mère, lui caressant le dos, lui touchant la joue. Sa voix était aussi douce que celle d'un amant. Nurtenara était allongée sur le côté, émettant par intermittence des gémissements étouffés. L'atmosphère dans le salon se glaça d'un coup. Personne ne prononça un mot. Soudain, Ismaël Demir se leva d'un bond. « Pour l'amour de Dieu, quelle honte !» Nurten. « Que as-tu fait ?» Puis Neuza Demir couvrit sa bouche avec ses mains. Ses yeux s'étaient ouverts d'effroi. Moi, j'avais déjà remarqué des étrangetés depuis longtemps. Même enfant, Alpara était toujours collé à sa mère, mais personne ne disait rien. Le salon se remplit de murmures. Certains étaient terrifiés, d'autres se levèrent de colère, d'autres encore laissèrent leur couvert et quittèrent la table. Le visage de Nurtenara était livide. Tout son corps tremblait. Soudain, elle cria, « Vous croyez au mensonge de cette fille ? Elle calomnie, elle me dénigre. » Je demandais sans la quitter des yeux, « Si c'est une calomnie, pourquoi tremblez-vous autant ?
Si c'est un mensonge, pourquoi ne pouvez-vous réfuter ni les enregistrements vocaux, ni la vidéo? Si vous étiez innocente, personne de la famille n'aurait pu vous poser une seule question pendant des années. Alpara était pétrifié. Ma gorge se serra en me tournant vers lui. Je t'ai aimé pendant 3 ans, mais je n'aurais jamais pensé que l'homme que j'avais épousé n'aurait pas le courage de sortir d'une telle obscurité perverse. Je te plains, mais je n'ai pas la force de vivre avec un homme qui partage le même lit que le crime. Puis je continuai de parler devant les parents, la mort de Memetara que j'aimais comme un père est restée mystérieuse. Si je me tais, il ne sera jamais commémoré comme il le mérite, et d'autres femmes comme moi périront dans le silence. C'est pourquoi je parle. Le silence devint pesant. Certains ne purent retenir leurs larmes. Uséyin Agbulu frappa la table et se leva. Désormais, le ménage sera fait dans cette maison. Nurten, ressaisis-toi, dit-il. Je tins ma tête haute. Je sortis de cette maison d'un pas lourd. Cette fois, je n'avais pas la tête basse. Mon front était dégagé. Je marchais au milieu des regards silencieux laissés derrière. Alors que les portes de fer de cette maison se refermaient derrière moi, je me sentais comme sorti de l'enfer. Ce n'était pas la fin, c'était le début d'une vie libre. Après cette terrible nuit de Mével, je ne suis pas retourné chez ma mère. J'ai loué une petite chambre dans un vieil immeuble à la périphérie de la ville, à moins de 10 km du centre. Un endroit calme où personne ne pouvait me trouver, où personne ne m'ennuierait. C'est ce dont j'avais besoin pour respirer, réfléchir, penser mes blessures. Je ne regrettais pas d'avoir révélé la vérité, mais il y avait un vide en moi. Je pensais que lorsque les masques tomberaient, je me sentirais soulagé, mais non, je n'ai ressenti que de la douleur. La douleur d'un amour de 3 ans mal placé, la douleur d'une confiance étouffée et surtout la douleur de réaliser que l'homme que j'aimais n'avait même pas le courage de sortir de son propre enfer. Cette nuit-là, Alpara a frappé à ma porte. Devant la porte, les yeux injectés de sang, vieillis en un jour, il suppliait à genoux. Je ne voulais pas ouvrir, mais mon cœur n'était pas encore complètement gelé. J'ai entrouvert la porte. Une fois, laisse-moi juste parler une fois, dit-il. Je l'ai regardé silencieusement. Il s'est agenouillé devant la porte. Sa voix tremblait. Je suis désolé. Je savais depuis longtemps que c'était mal, mais je n'ai pas pu m'en sortir. J'ai ricané. Tu n'as pas pu t'en sortir ou tu n'as pas voulu t'en sortir? Il a baissé la tête, serrant les poings. Quand mon père est mort, j'étais comme mort. Je n'ai jamais rien compris. Mais chaque fois que je m'approchais de quelqu'un, ma mère les chassait. Je n'avais pas d'amis, plus de famille. Je n'avais pas de voix. Mes yeux se sont remplis de larmes. Ma main était sur la poignée de la porte. Alpara a continué. Sa voix était fragmentée. Hier soir, après ton départ, Gulsaoglu m'a donné une page copiée du journal de mon père. Je n'avais jamais vu ce carnet, je ne le savais pas. J'ai été soudainement secoué. Je me suis souvenu de ce carnet, le journal que j'avais trouvé dans le tiroir de la vieille armoire en bois, mais que je n'avais pas encore osé lire jusqu'au bout. Je n'avais pas osé ouvrir la dernière page. Alpara a commencé à raconter d'une voix larmoyante. Dans le journal de mon père, je sens que je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Je prends les médicaments que le médecin m'a donnés, mais ma maladie s'aggrave. Hier soir, j'ai vu Nurten avec une bouteille inconnue. J'ai fait semblant de dormir. Elle a laissé tomber quelques gouttes dans mon verre. Le matin, je me suis réveillé avec la bouche amère et une oppression dans la poitrine. Si je meurs, qui s'occupera d'ALP? Je ne fais pas confiance à Nurten, mais je n'ai pas de preuves. J'ai préparé une demande de divorce. Elle l'a brûlée devant moi. Elle a dit, si tu oses me prendre à ALP, je mourrai avec toi. Alpara éclata en sanglots. Il frappa sa tête contre le sol froid. J'ai été témoin de la mort de mon père. J'ai vu qu'il ne pouvait plus respirer. J'ai couru vers ma mère. J'ai dit, papa est en train de mourir. Elle a dit, il fait semblant. Avec mon esprit d'enfant, j'ai cru. Je n'ai rien fait et mon père est mort cette nuit-là. Mon cœur s'est déchiré. J'ai compris qu'ALP n'était pas seulement un complice, mais aussi une victime emprisonnée par sa mère. C'était un enfant enchaîné dès son plus jeune âge. J'ai ouvert la porte. Quand il m'a regardé, ses yeux étaient larmoyants, mais cette fois il y avait une clarté différente dans son regard, comme si quelque chose s'était brisé en lui et que quelque chose était né à nouveau.
J'ai pris rendez-vous avec un psychologue. Je veux commencer un traitement. J'ai aussi rencontré un avocat. Nous allons porter plainte. Ma mère m'a possédé de force pendant des années et elle a aussi sa part de responsabilité dans la mort de mon père. Je ne peux plus le cacher, dit-il. Je suis resté figé. Gülsa Karaoglu a secrètement placé une caméra dans le couloir depuis 2 ans. Il y a aussi les images qu'elle a enregistrées. Je n'avais juste pas osé regarder, dit-il. À ce moment, le vent qui s'engouffrait par la fenêtre de ma chambre me fit frissonner. Cela avait cessé d'être un simple drame familial. 3 jours plus tard, les journaux ont titré en grand « Procès sans précédent à Istanbul ». Un fils dénonce sa mère 17 ans plus tard. Le nom de Nurtenara était en première page. Ses anciennes photos, aux côtés de celles de son mari Mehmetara, datant de ses années en tant qu'employé municipal, ont été publiées. Un cauchemar de près de 20 ans derrière le masque de la moralité, écrivait-on. Le quartier s'est soulevé. Certains détournaient le regard, d'autres vomissaient leur colère. Mais je ne m'en souciais plus. Je n'ai pas parlé à la presse. Je n'ai pas écrit un seul mot sur les réseaux sociaux. J'ai simplement remis en silence les preuves, l'original du journal et les enregistrements sonores à l'avocat attaquant Önder. J'étais juste un témoin silencieux d'une longue tragédie. Un soir, Alpara est revenu à ma porte. Cette fois, il n'était pas effondré. Il y avait une légère clarté dans ses yeux. Durial, si tu ne reviens pas vers moi, je comprendrai, mais donne-moi une chance. Pas pour moi, pour toi, parce que tu mérites d'être libéré de ce fardeau, dit-il. Mon cœur se serra, mais mon esprit est éclairé. Je ne t'en veux pas. Je te plains de ne pas avoir eu la vie que tu aurais dû avoir dans ton enfance, mais je ne suis pas sûr de pouvoir encore t'aimer. Il faut du temps pour moi et pour toi, ai-je dit. Il hocha la tête. Il n'insista pas. Il laissa une petite boîte en bois devant ma porte. La nuit, j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait mon alliance et une lettre. La lettre contenait une seule ligne, « Si un jour tu pardonnes, remets cette bague. » J'ai plié la lettre et l'ai refermée. Cette fois, mon sourire était non pas de douleur, mais de légèreté. J'avais laissé la tempête derrière moi. Devant moi, il y avait un nouveau chemin où le soleil se levait. 15 jours plus tard, le nom de Nurtenara faisait toujours la une des journaux. Personne n'y croyait. Les médias sociaux bouillonnaient de l'histoire de cette femme, autrefois louée comme une mère exemplaire, représentante du quartier pendant plus de 10 ans, poursuivie en justice par son propre fils. Certains la défendaient, disant « Il n'y a pas de fumée sans feu », d'autres la maudissaient. Mais moi, j'étais libéré. La plupart des gens sont restés figés après avoir écouté les enregistrements sonores et vu les images lors de la première audience. Une mère avait ruiné la vie de son fils et de sa jeune mariée. J'ai aussi reçu une convocation pour l'audience du procès pénal en tant que témoin. Au début, je ne voulais pas y aller. J'étais trop fatigué. Mais ensuite, j'ai compris que si je n'y allais pas, cette femme avec sa langue douce et cachée derrière sa fausse dignité nierait tout. J'ai donc accepté. L'audience s'est déroulée à huis clos. La presse n'a pas été admise, mais des centaines de personnes s'étaient rassemblées devant le tribunal d'Izmir Buka. Les gens étaient venus avec des chaises en plastique et des éventails. Tout le monde parlait et murmurait avec ferveur. Je suis entré dans la salle vêtu d'une simple robe blanche, les cheveux attachés. J'avais un poids lourd en moi. Alpara était déjà assis à sa place. À côté de lui se trouvait l'avocat attaquant Önder. Il était encore plus abattu, mais cette fois il n'avait pas baissé les yeux. Il regardait la juge calmement mais résolument. Puis Nurtenara fut introduite. Elle portait un foulard noir et avait la tête couverte. La femme ostentatoire et autoritaire des anciennes tables de Mével n'était plus là. Il y avait une femme assise sur le banc des accusés. Quand elle m'a regardé, ses yeux sont devenus écarlates. Mais elle n'a pas dit un mot. La personne qui criait n'était pas là. Cette fois, elle était silencieuse. La juge Ferhat Turk a commencé à lire l'acte d'accusation. Les enregistrements vocaux, les pages du journal ont été versées au dossier un par un. À ce moment, la juge a lu du journal de Mehmetara, « Si je meurs, la première personne à enquêter est Nurten, parce que cette nuit-là, elle était la seule à mes côtés et elle m'avait menacé en disant « Je te tuerai ». Le silence dans la salle résonna à ce moment-là. Nurten a tressailli légèrement, mais essaya de garder son visage impassible. Le juge a demandé « Quelle est la déclaration de l'accusé ?»
Nurten a levé la tête. Sa voix était rauque. Tout est une invention. C'est mon fils. Je l'ai élevé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour lui. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour d'une mère. Des murmures s'élevèrent dans la salle. J'ai serré les dents. Ce ton de voix familier était toujours le même. D'où est venu à la fois? À ce moment-là, l'avocat attaquant Under s'est levé. Il tenait une clé USB. Monsieur le juge, ceci est l'enregistrement de la caméra de sécurité du couloir, dit-il. Il a été projeté sur l'écran. L'image montrait Alpara agenouillé à côté de sa mère, lui posant la main sur l'épaule. Nurtenara caressa la joue de son fils lui murmurant « Ne me quitte jamais de ma vie, tant que tu ne pars pas, je vivrai. » Le salon se glaça. Même l'avocat de Nurten, venu pour la défendre, resta silencieux. Puis mon nom fut prononcé. Je fus appelé à la barre. Je n'avais pas aussi peur que je l'avais imaginé. Je me tins droite. Je parlais en regardant le jury. Je suis Durian. J'étais l'épouse d'Alpara. La nuit de noces, mon mari m'a laissé seul en disant qu'il était fatigué. Mais quand je l'ai suivi, je l'ai vu dans la chambre de sa mère dans une intimité que je ne pouvais pas qualifier de mère-fils. À partir de ce jour, j'ai utilisé une caméra cachée et un enregistreur vocal pour tout enregistrer que j'ai remis au commissariat de police. C'est aussi moi qui ai trouvé le journal de Feu Memetara. Il y avait écrit ses soupçons d'empoisonnement avant sa mort. Je fis une pause, je pris une profonde inspiration puis je continuai. Je suis une femme, une jeune mariée. Mon seul désir était le bonheur. Je voulais respecter mon beau-père, soutenir mon mari, servir ma belle-mère. Mais ce que j'ai vu était inacceptable pour l'humanité. Nurtenara n'était pas seulement une mère possessive. C'était une criminelle qui a ruiné la vie de son fils et qui aurait presque ruiné la mienne. Les faibles applaudissements venus de l'arrière furent immédiatement étouffés par les agents de sécurité. Le juge Ferhat Turk hocha la tête. Il enregistra la déclaration. Alpara était assis silencieusement. La tête baissée, des larmes coulaient de ses yeux. Aujourd'hui n'était pas un jour de procès pour lui, mais la rupture du dernier lien qu'il avait enchaîné pendant 17 ans. Après près de 3 heures de délibération, le jury annonça que Nurtenara était condamné à 18 ans de prison pour abus sur un parent, comportement immoral et rôle dans la mort suspecte de son mari. Lorsque le verdict fut prononcé, Nurtenara s'effondra au sol, les larmes coulant. Pour la première fois, ses larmes n'étaient pas fausses ni destinées à la flatterie. Elle pleurait vraiment, mais ses larmes étaient trop tardives. Elle hurla « Maman t'a mis au monde, t'a élevé, t'a aimé. Comment peux-tu envoyer ta mère en prison ?» Alpara ne répondit pas. Il se leva simplement. Il s'inclina devant la cour avec respect et quitta la salle sans jamais regarder en arrière. Je suis sorti après lui. Dehors, la foule était toujours rassemblée. Quand ils nous ont vus, il y a eu des murmures dans la foule. Pauvre enfant, mon cœur se serra en le voyant. Si cette fille n'avait pas été là, Nurtenara régnerait sûrement encore. Alpara se tourna vers moi et dit d'une voix basse, « Merci de m'avoir sorti de cette obscurité. » Je me suis mordu les lèvres et j'ai répondu, « Non, tu t'es sauvé toi-même. J'ai juste allumé la lumière. » ALP demanda, hésitant, « Me donneras-tu encore une chance ?» En regardant la douleur dans ses yeux, je vis qu'une lumière brillait désormais, mais je ne répondis pas immédiatement. Je posai ma main sur mon cœur, là où se trouvait autrefois mon alliance, et dis doucement, « Vis bien. Si un jour il me reste de l'amour dans mon cœur et que le tien est complètement guéri, nous nous retrouverons. Mais pas aujourd'hui. » Il hocha la tête, n'insista pas. Je me retournai et partis. En quittant le palais de justice, j'étais seul, mais pour la première fois, j'étais en paix avec moi-même. Près d'un mois s'était écoulé depuis cette terrible nuit de Mével. Le quartier où vivait mon ex-mari était toujours en émoi. Les échos de l'événement ne s'étaient pas estompés. Chaque jour, quelqu'un parlait du procès d'abus mère-fils. La révélation de la vérité par la mariée était un drame digne d'un film. Mais pour moi, c'était une blessure qui me rongeait jusqu'aux os. Je vivais tranquillement dans une petite chambre louée. Personne ne savait où j'étais. Je ne consultais pas les réseaux sociaux. Je ne voyais personne à part ma mère et quelques rares proches. J'avais refusé les offres d'interview, les invitations des journaux et des chaînes de télévision pour des émissions spéciales. Ma douleur n'était pas un divertissement pour les gens. À cette époque,
j'apprenais à respirer à nouveau, à ne plus me brûler en regardant le soleil, à m'asseoir à table et à manger une bouchée sans regarder derrière moi. Je pensais que ma vie continuerait ainsi jusqu'à ce qu'une nuit, un appel inattendu fasse vibrer mon cœur gelé. Cette nuit-là, il était plus de 23 heures. Je m'apprêtais à dormir. Le téléphone a sonné, le numéro était inconnu. J'allais raccrocher, mais j'ai eu un pressentiment. J'ai décroché. Allô? La voix de l'autre côté était basse et tremblante. C'est du Ruyal? Pendant un instant, mon souffle s'est coupé. C'était la voix d'Alpara, mais pas celle que je connaissais. Il était paniqué. Qu'est-ce qui t'arrive? Ai-je demandé. Je ne savais pas qui appeler. Je suis à l'hôpital. Ma mère. Ma mère a tenté de se suicider en prison en prenant des médicaments. Ils l'ont transférée à l'hôpital psychiatrique d'Izmir. Je suis resté figé, mais n'était-elle pas en prison? Alpara a dégluti. Sa voix tremblait. Après le verdict, Nurtenara a été détenue temporairement en prison. Pendant son transfert de la prison fermée à l'hôpital, elle a réussi à faire entrer discrètement une petite bouteille de médicaments. Personne ne savait qu'elle souffrait d'un problème psychologique aussi grave. Maintenant, elle est sous observation, mais le médecin a dit qu'il y avait une possibilité qu'elle ne puisse pas contrôler son comportement. Je me suis effondré sur le lit. Mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas de la peur mais de la confusion en moi. Je ne la haïssais plus, mais je n'avais plus d'amour pour pardonner non plus. Alpara a dit d'une voix basse, c'est tout ce que tu dois savoir. Je suis désolé de t'avoir dérangé, mais tu étais la seule personne à laquelle j'ai pensé. Je ne répondis pas. Je me contentais de laisser échapper un profond soupir. Le lendemain matin, j'étais assise seule au Balazaï Café. C'était le petit café au coin de la rue où j'avais rencontré Alpara pour la première fois. L'odeur du café torréfié me piquait les yeux. Dans le parc en face, un jeune couple se tenait main dans la main. Leur petite fille de 3 ans courait devant eux. Je les ai regardés et je pensais, si tout cela ne s'était pas produit, aurions-nous pu être une famille? Mon téléphone a vibré. Un message de Gülsa Karaoglu est arrivé, du Ruyal, je sais que tu es très fatigué, mais je dois te dire ceci. ALP lutte vraiment contre son obscurité intérieure. Il va en thérapie chaque semaine. Il s'excuse auprès de chaque membre de la famille un par un, et finalement pour la première fois il a acheté une maison à son nom. Une maison qui porte son nom et non plus celui de sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une légère émotion en moi, peut-être petite, mais réelle. J'ai essayé de répondre, puis j'ai effacé. Je ne savais pas ce que je voulais. Cet après-midi-là, je suis allé voir ma mère. Ses yeux se sont remplis de larmes en me regardant. Tu n'es plus aussi faible qu'avant, mais tu es toujours très triste, du Ruyal. J'ai posé ma tête sur son épaule. Maman, si quelqu'un m'a beaucoup blessé, mais qu'il change vraiment, faut-il lui donner une seconde chance? Ma mère a caressé mes cheveux et a murmuré, tu as assez souffert. Je serai toujours à tes côtés dans toutes les décisions que tu ne regretteras pas. Cette nuit-là, j'ai ouvert la vieille boîte en bois. À l'intérieur se trouvait la lettre et mon alliance. La bague me convenait toujours parfaitement au doigt. Je ne l'ai pas remise. Je voulais juste voir s'il restait de la place dans mon cœur, et j'ai réalisé que ma peur n'existait plus. 3 jours plus tard, j'ai appelé Alpara. Rendez-vous demain soir à 17 h dans ce vieux parc. Son souffle s'est accéléré au téléphone. D'accord, je viendrai. Merci. Le lendemain, je suis arrivé tôt. Un léger vent soufflait, les feuilles virevoltaient. Je portais une simple robe blanche. Je n'étais pas apprêté. J'étais là tel que j'étais vraiment. Alpara arriva. Il n'avait ni fleurs ni cadeaux, mais ses yeux étaient plus clairs que jamais. Ce n'était plus un regard dépendant, sombre, mais un regard de sincérité et d'un profond repentir. Il s'assit à côté de moi sans hâte. Ça va mieux, j'essayais, dit-il. Je tiens un journal. Je raconte mes cauchemars à mon médecin. J'écris aussi tout ce qui te concerne, que tu m'as sorti de l'abîme. J'ai souri légèrement. J'ai juste fait ce qu'une femme devait faire. Si j'étais restée silencieuse, peut-être d'autres enfants, d'autres femmes seraient tombées dans le même enfer. La voix d'Alpara trembla. Je n'ose pas te demander pardon. Ma seule demande est que si un jour tu veux aimer à nouveau, sache que je serai là.
Si je ne suis pas ton mari, je serai ton ami. Je l'ai regardé. Nos regards se sont croisés. Il n'y avait plus de colère, plus de blessure. Il n'y avait que deux personnes ayant survécu à une grande tempête, essayant de réparer un navire brisé. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti l'alliance de ma poche et l'ai déposée dans sa paume. Garde-la. Un jour, quand je la remettrai, tu auras ma réponse. Alpara l'a pris, tremblant. Il a hoché la tête. Ce soir-là, nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous avons juste regardé ensemble le soleil disparaître derrière les vieux bâtiments. Un chapitre sombre était clos, et une nouvelle page s'ouvrait avec un peu de lumière. Mais en réalité, 3 semaines après notre rencontre au parc, je suis retourné à ma vie, ou plutôt j'ai réappris à vivre à partir de zéro. J'ai trouvé un emploi de comptable à la pharmacie du quartier de Scutari, tenu par une connaissance. Les chiffres, les registres, les comptes réguliers, un refuge loin des sentiments, loin des douleurs. Je ne parlais plus d'Alpara. Je ne l'ai pas appelé. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je tenais ma promesse. Si un jour je voulais revenir, je remettrais l'alliance. Mais maintenant, tout était encore une blessure ouverte. Cependant, le destin ne voulait pas me laisser en paix. Le premier jour de la semaine, alors que je vérifiais le registre des stocks, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. La voix d'un homme d'âge moyen se fit entendre. « Excusez-moi, est-ce que je parle à Duruyal ? Je suis le docteur Kenan Vural, médecin-chef de l'hôpital psychiatrique d'Izmir. » Je suis resté figé. « Oui, c'est moi. Y a-t-il un problème ? » Une courte pause. « La raison de mon appel est que votre ancienne belle-mère Nurtenara a tenté de se suicider une deuxième fois en prison en prenant des médicaments. Elle a survécu à la phase critique. Cependant, elle a laissé un enregistrement vocal auparavant. Dans l'enregistrement, elle mentionne clairement votre nom. Selon la procédure, nous devons le faire écouter à la personne concernée et le lui remettre contre signature. J'ai serré mon téléphone. Une partie de moi voulait tout abandonner et ne pas retourner dans le passé, ne pas affronter, tandis que l'autre entendait l'appel de la vérité. Qu'est-ce que je ne savais pas ? Le lendemain, je me suis rendu à l'hôpital. Vêtu de vêtements simples, le visage froid. J'étais dans la section de surveillance spéciale, une unité isolée pour les patients souffrant de troubles comportementaux extrêmes. Le docteur Kenan Vural m'a conduite dans une petite pièce. Sur la table, il y avait un petit enregistreur vocal professionnel de couleur argentée. « Êtes-vous prête ? » J'ai hoché la tête. Il a appuyé sur la touche. Après un léger grésillement, la voix saccadée de Nurtenara s'est fait entendre. Elle semblait parler pendant une crise. « Je sais, je vais mourir. Je n'ai pas peur. Ma seule peur est ALP. Que mon fils me déteste. Mais il ne comprend pas. J'ai perdu ALP une fois. J'ai perdu un enfant. Quand il avait 2 ans, je suis tombée enceinte une deuxième fois. C'était une petite fille, mais mon mari Memetara m'a forcé à avorter, disant « Nous sommes pauvres, nous ne pouvons pas nous en occuper. » J'ai supplié, j'ai pleuré, mais il a insisté. J'ai pris des médicaments. Cette nuit-là, en me tordant dans la salle de bain, mon bébé est tombé. C'est là que j'ai compris que personne n'avait le droit de m'arracher mon enfant, ni cet homme, ni personne d'autre après lui. Mes paumes ont transpiré, mes poils se sont dressés. La voix de Nurtenara continua, j'ai protégé ALP comme ma propre vie. Je n'allais jamais le laisser se faire enlever par une fille. Chaque fois, j'éloignais chaque fille qui l'amenait. J'ai menti, j'ai inventé des histoires. J'ai monté des jeux. Mais toi seul, Duruyal, tu as tenu bon. Tu étais douce, mais pas stupide. Tu as lu dans mes yeux. Tu as entendu mon gémissement cette nuit-là. Je te haïssais, mais en même temps je te respectais parce que si tu avais été là, peut-être que je n'aurais pas pu garder Alpara pour toujours. J'ai serré les doigts. Mes yeux se sont remplis de larmes. Derrière cette voix mêlée de folie, il y avait la présence d'une femme qui aimait son enfant de la manière la plus tordue, un amour maladif nourri par la haine. Si un jour ALP écoute l'enregistrement, maman demande pardon. Je sais que je n'ai plus de chance, mais ma seule demande est de ne pas m'appeler le diable. Mon enfant, je sais que je le mérite, mais ne me dis pas cela. Puis des sanglots, des toux, un silence profond. La pièce se glaça. Le docteur Kenan Vural a soupiré. Si vous le souhaitez,
je peux vous en donner une copie. L'original restera dans le dossier. Elle est vivante, mais son esprit est très instable. Elle ne peut peut-être pas comprendre la réalité. J'ai baissé la tête. J'ai répondu en silence, merci docteur. Je n'en veux pas. C'est déjà trop tard. Je ne veux pas porter le poids d'aucune excuse. Je me suis levé. J'ai quitté l'hôpital, mais la voix de Nurtenara a résonné dans mon cerveau, ne m'appelle pas le diable. Cette nuit-là, je me suis assise seule sur le balcon de ma maison louée. En regardant les lumières des véhicules qui passaient en bas, le brouhaha de la foule aramie est revenu à l'esprit. Cette fois, ce n'était pas moi qui avais appelé. Mon téléphone a sonné. Duru, tu vas bien? Oui. Et toi? Il a fait une pause. Puis sa voix a tremblé en continuant, j'ai quelque chose à te dire. Je serai bientôt muté. Je suis resté figé. Où? Loin, à Izmir. Une opportunité de construire une nouvelle vie près de la mer. Mon cœur s'est serré, non par peur de le perdre, mais par la douleur de réaliser qu'il allait m'échapper jusqu'au moment où je retrouvais mon calme. Viendras-tu avec moi? Demanda-t-il d'une voix basse. J'ai regardé l'alliance sur la table. Je l'avais mise et retirée de nombreuses fois. Cette fois, j'étais silencieuse. Va-t'en, dis-je finalement. Donne-moi encore un peu de temps. Envoie-moi ton adresse ou que tu t'installes. Il y a eu une courte pause. Puis il dit, d'accord, j'attendrai. Pas pour que tu sois ma femme, juste pour te voir heureuse. Quand l'appel s'est terminé, j'ai pleuré, mais c'était les dernières larmes de douleur. Car j'ai compris, pardonner n'était pas parce que l'autre le méritait, mais pour sauver ma propre âme. Lâcher prise n'était pas abandonner, c'était ne pas être enseveli sous le poids du passé. 1 an s'était écoulé. Je pensais avoir oublié. Ma vie était devenue sereine. Je travaillais au service comptabilité d'Anadolu. J'avais déménagé de ma petite chambre louée pour un petit appartement en périphérie de la ville. J'allais régulièrement au travail. Le soir, je lisais des livres. Je regardais mes succulentes alignées sur mon balcon. Les cauchemars de cette froide nuit de noces, les gémissements venant de la chambre de ma belle-mère n'existaient plus. Tout était réduit en cendres du passé. Il y avait toujours une bague à mon doigt, mais cette fois une petite bague en argent achetée au marché. Ce n'était ni un symbole de mariage ni d'engagement. C'était juste un rappel, j'appartenais à moi-même, à personne d'autre, pas même aux souvenirs. De temps en temps, je recevais un message de Gülsa Karaoglu. Elle écrivait, ALP vit maintenant à Izmir. Il a loué un petit appartement. Son travail est stable. Il va toujours chez le psychologue. Le plus important, c'est qu'il n'a pas noué de nouvelles relations. Chaque fois que je lisais, je n'avais qu'un sourire amer en réponse. Je ne savais pas ce que je ressentais, de l'amour, de la proximité, de la distance ou simplement un vide où je n'osais plus revenir. Alpara et moi étions partis très loin de notre point de départ jusqu'à ce qu'un voyage d'affaires réveille tous mes sentiments. L'entreprise m'a envoyé à Izmir, la ville où il vivait, pour une étude de marché. J'étais arrivé le vendredi soir. L'odeur de la mer, le vent salé me rafraîchissait et me mettait mal à l'aise à la fois. Cette nuit-là, assise seule dans un café au bord de la mer, j'ai levé la tête. Un père et une petite fille sont entrés par la porte. La silhouette de l'homme était familière. Son visage était émacié. Ses regards, je ne pouvais jamais les oublier. Et la petite fille, cette petite fille qui tenait sa main. J'ai murmuré, ALP. ALP s'est immédiatement retourné. Nous sommes restés figés. Nous n'avons pas avancé. Nous n'avons pas parlé. Dans nos yeux, une année entière passait comme un film au ralenti. La petite fille m'a regardé, puis elle s'est soudainement jetée dans mes bras. Tante, tu es ma maman. Je suis resté là. Alpara est vite arrivé. Il a pris sa fille dans ses bras. Elifsu, ne dis pas de bêtises. Je n'avais pas su que c'est ton enfant. ALP n'a pas répondu tout de suite. Ses yeux se sont remplis de larmes. Non, c'est la fille d'une amie proche, Seda Ildirim, elle est morte dans un accident de voiture il y a 5 mois. Personne n'a pu s'occuper d'Elifsu. J'ai obtenu la tutelle temporaire. Le processus d'adoption est en cours. J'ai pris une profonde inspiration. L'étrangeté me troublait encore. Elifsu a levé les yeux avec ses grands yeux. Tu es aussi belle que sur les photos.
ALP me montrait toujours tes photos. ALP a rougi. Ça suffit. Je ne savais pas quoi dire. La petite tête s'est blottie contre mon épaule. Elle gloussa. Ton odeur ressemble à celle de ma maman. Alpara était devant moi. Sa voix était douce. Je n'aurais jamais pensé que nous nous rencontrerions ainsi. Je pensais que tu ne viendrais pas ici. J'ai soupiré. Je suis venu pour le travail. Mais n'est-ce pas le destin? Le silence est tombé. Elifsu m'a pris la main. Tu restes avec nous. Je n'ai pas de maman. Je vois toujours une femme en robe blanche au bord de la mer dans mes rêves. Tu es comme elle. Ma gorge s'est nouée. ALP a serré la main de sa fille. Regarde ma jolie fille, cette tante est une amie très spéciale pour moi. Si tu es sage, peut-être qu'un jour elle vivra avec nous. Les yeux d'Elifsu se sont illuminés. Vraiment? Tante? Je n'ai pas pu répondre. J'ai juste regardé elle et ALP. Cet homme, autrefois emprisonné dans l'obscurité, apprenait maintenant la paternité. Il n'était pas parfait, mais il était sincère. Cette nuit-là, je suis retourné à l'hôtel. En regardant la mer depuis le balcon, il n'y avait pas de tempête en moi. Il n'y avait qu'une seule question, la main que le destin me tendait une seconde fois. J'ai regardé la table. La bague en argent que je portais depuis 1 an était là. Mais dans mon vieux sac en cuir, il y avait toujours cette alliance. Apparemment, je l'avais prise avec moi par instinct. Cette fois, non pas pour essayer. Je l'ai vraiment mise à mon doigt. Je pensais ne plus jamais la porter, mais au moment où je l'ai mise, des larmes ont coulé de mes yeux. Ni de bonheur, ni de douleur, juste de légèreté. Comme si j'avais été libéré d'une entrave invisible qui était restée à mon poignet comme une chaîne pendant 1 an. Le lendemain matin, j'ai appelé Alpara. Es-tu disponible? Je suis disponible toute la journée. Pourquoi? Je veux emmener Elifsu en promenade, nous 3 ensemble. Il y a eu un court silence. Puis il demanda, tu as mis la bague? J'ai juste essayé. Est-ce vrai ou non? Cela dépend de la façon dont tu la protégeras. À l'autre bout du fil, un rire étouffé mais vibrant s'éleva. C'était le premier vrai rire qu'il ait eu depuis longtemps. Ni sombre, ni tremblant, juste plein de vie. Ce soir-là, nous sommes allés ensemble au parc au bord de la mer. Il y avait des balançoires pour les enfants, des bancs de pierres ombragés par les arbres. Elifsu éclatait de rire en courant après les pigeons. ALP prenait chaque instant en photo avec son vieil appareil. En les regardant, un vide en moi se remplissait. Il s'est avéré que l'amour n'était pas une chose ostentatoire. L'important était de savoir tenir celui qu'on aime quand on revenait de ses erreurs. Après le dîner, Alpara nous a ramenés à l'hôtel. J'avais mis la main sur la poignée de ma porte quand il m'a appelé par derrière. Attends, j'ai quelque chose à te donner. Il a sorti une petite boîte de la poche de sa veste. Je savais ce que c'était sans l'ouvrir. Dans le couloir, sous les lampes jaunes, accompagné du vent marin salé, il s'est agenouillé. Veux-tu recommencer avec moi? Je l'ai regardé. Il n'y avait ni larmes ni débordement. Mon cœur ne rejetait plus. Cette fois, avec quoi vas-tu me retenir? Juste par une promesse. Si un jour tu veux enlever la bague, permets-moi de l'enlever. Car avant cela, ce sera moi qui t'aurai guéri. J'ai souri, j'ai hoché la tête. D'accord. Mais cette fois, ne me laisse pas seul la nuit de noces. ALP s'est levé et m'a serré dans ses bras. Elifsu, courant de loin, a crié de joie, papa, elle a accepté. J'ai une maman maintenant. ALP nous a enlacés toutes les deux en riant. Maintenant, tu auras une maman, et une famille. Cette nuit-là, j'ai dormi le sommeil le plus paisible de l'année. Je pensais que la suite serait calme, mais la vie ne m'avait jamais épargné. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures. J'ai préparé du café. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai respiré l'odeur de la mer. Puis je suis passé voir ALP et Elifsu dans la chambre voisine. Il m'avait dit qu'aujourd'hui il me montrerait un appartement témoin dans la résidence iénique de ma vizir. J'ai frappé à la porte, personne n'a ouvert. J'ai téléphoné, pas de réponse. J'ai sonné, toujours pas de bruit. J'ai commencé à paniquer. Finalement, j'ai demandé de l'aide à la réception. Quand la porte s'est ouverte, j'ai été choqué.
La chambre était vide, la porte du balcon était entr'ouverte. Le lit était encore chaud, mais il n'y avait personne. Le téléphone et l'appareil photo d'Alpara étaient sur la table, mais son portefeuille, ses papiers d'identité et Elifsu avaient disparu. J'ai failli crier. Où est ALP? Où est Elifsu? Ai-je demandé au réceptionniste. Personne ne savait. J'ai immédiatement appelé Gülsa Karaoglu, mais elle n'a pas décroché plusieurs fois. Finalement, elle a décroché. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu appelé autant? Je hurlais presque. ALP a été kidnappé. Elifsu a disparu. Sa mère l'a fait elle-même. Je viens de recevoir une lettre écrite de sa main. Elle a des hommes à l'extérieur. Sa folie à l'hôpital n'était qu'une mise en scène. Gülsa est restée figée. Sa voix tremblait. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Tu m'avais parlé de son talent d'actrice une fois. Je suis sûr que c'est planifié depuis longtemps. Elle a peut-être aussi un complice à l'intérieur. Je ne peux pas faire ça toute seule. Aide-moi. Gülsa n'a pas hésité. Où es-tu? J'arrive tout de suite, a-t-elle dit. Le soir, nous nous sommes retrouvés dans un petit café, moi, Gülsaoglu et Ali Erzeda Kaplan. Un vieil ami d'Alpara, la seule personne qui était restée aux côtés de la famille au début. Il a été le premier à évoquer une possibilité que je ne voulais pas entendre. Il y avait une infirmière. Elle s'appelait Emin Salam. Elle était en service là-bas pendant la période où Nurten était détenu. Puis elle a soudainement quitté son travail. Elle a déménagé dans cette ville côtière. Elle vit tranquillement. Elle n'a de lien avec personne. Je pense qu'elle pourrait être les yeux et les oreilles de Nurten. Est-elle de sa famille, ai-je demandé. Oui, une cousine éloignée. Enfin, elle a pu faire des études et grandir grâce à elle. J'ai tourné la tête vers Gülsa. Peux-tu trouver son adresse? Je vais essayer. J'ai une amie à la direction de la population, mais il faut au moins une nuit, dit-elle. J'ai serré les poings. Alors cette nuit, je dois faire quelque chose. Et cette nuit-là, je suis retourné à l'hôpital psychiatrique d'Izmir. Je me suis présenté comme une parente de Nurtenara et j'ai dit que je voulais la voir en urgence. Avec mon regard déterminé et ma voix claire, j'ai été admise sous la surveillance de 2 gardiens. En entrant dans la chambre, je me suis retrouvé face à son visage qui, sous la lumière jaune, semblait gémir, dont les yeux étaient bien trop brillants. Elle m'a souri de telle manière qu'il n'y avait aucune trace de folie. Au contraire, il y avait un sang-froid glaçant. « Bienvenue, ma belle-fille, dit-elle. » Je me suis assise sans faire trembler ma voix. J'ai demandé, où sont Alpara et Elifsu? Elle a légèrement ri. C'est moi qui les aurais enlevés? Je suis censée être une folle. Ne le vois-tu pas? J'ai serré le poing. J'ai lu la lettre. Tu as des hommes à l'extérieur. Si quelque chose arrive à Elifsu, je jure que... Que feras-tu? Encore une fois, tu dénonceras. Dans cette société, personne ne te croira sans preuve. Alors, tu deviendras folle toi aussi. Mes yeux se sont remplis de larmes. Pourquoi fais-tu ça? ALP est ton fils, Elifsu est une enfant innocente. Ses yeux se sont glacés. Parce qu'il m'a abandonné. Parce que tu l'as pris de moi. Parce que cet enfant est devenu la seule chose que mon fils aimait plus que moi. Ces mots m'ont transpercé comme des poignards. Tu ne sais pas. En agissant ainsi, tu te tues toi-même et tu tues ton fils. Elle a commencé à rire. Sa voix résonnait dans la pièce. Mais tu es encore ici. Tu as encore remis la bague. Pensais-tu pouvoir échapper au destin? Je me suis levé. Mes yeux se sont rivés dans les siens. Je suis ici non pas pour me venger, mais pour briser complètement ces liens toxiques. En sortant, ces rires fous résonnaient toujours derrière moi. Le lendemain matin, Gülsaoglu a appelé. J'ai trouvé son adresse. Emin Salam vit dans une petite maison à 20 km du centre-ville. J'ai immédiatement informé la police. Nous y sommes allés ensemble. La maison était silencieuse, mais il y avait une pièce verrouillée à l'arrière. Quand la porte a été enfoncée, j'ai eu le souffle coupé. Alpara était ligoté au sol. La bouche bâillonnée, mais vivant. Il était affaibli, mais vivant. J'ai couru vers lui. Où était Elifsu?
Il a murmuré, dans l'ancienne cabane de ma mère à Sam, à Yamanlar. J'ai entendu dire qu'il l'y cacherait. J'ai failli m'évanouir. Nous sommes partis immédiatement. Nous avons emprunté un sentier de 7 km en moto. Au milieu des buissons se tenait une cabane à moitié en ruine au toit de chaume. La police a enfoncé la porte. Quand je me suis précipité à l'intérieur, Elifsu était allongé, ligoté dans un coin. Son visage était sale, mais ses yeux étaient ouverts. Dès qu'elle m'a vu, elle a murmuré « Maman ». J'ai couru et je l'ai serrée dans mes bras. Mes larmes chaudes coulaient sur mes joues. Une semaine plus tard, ALP s'était rétablie. Elifsu s'était également remise rapidement. Emin Salam a été arrêté et a tout avoué. Nurtenara avait simulé la folie pour être transférée à l'hôpital. Elle avait engagé des hommes de l'extérieur pour kidnapper son fils. Elle avait même essayé de faire passer la petite fille pour sa propre fille. Lors du nouveau procès, elle a été reconnue coupable de simulation de folie, d'enlèvement, de séquestration et de menaces. Elle n'avait plus la force de résister. Ses yeux étaient éteints. Elle était assise silencieusement. En dernier mot, elle a murmuré « Tu as gagné ». Mais es-tu sûre d'être heureuse? J'ai baissé la tête. J'ai murmuré « Je n'ai vaincu personne, mais j'ai sauvé un enfant. Il ne vivra pas l'obscurité que ton fils a vécue. » Un mois plus tard, nous avons fait une petite célébration. Pas de robe de mariée ni de grande réception. Juste nous trois, moi, Alpara et Elifsu. La petite fille est venue en courant vers moi. Elle m'a tendu un papier. Elle avait écrit en lettres maladroites « Maman, tu es très belle aujourd'hui. Je t'aime. Je n'ai plus peur. » J'ai pris la petite fille dans mes bras et je l'ai serrée fort. Mes yeux se sont posés sur Alpara. Cet homme, autrefois une profonde blessure dans ma vie, était maintenant agenouillé pour la deuxième fois, ouvrant l'alliance dans la boîte. Et cette fois, je n'ai pas hésité. Ce que j'ai mis à mon doigt n'était pas seulement une bague, mais une promesse, un engagement. Si nous avions pu sortir de l'enfer, nous construirions sûrement notre propre paradis ensemble. Chers téléspectateurs, chers amis, l'histoire de Duruyal est ainsi arrivée à son terme. Une femme qui a courageusement traversé l'obscurité du mariage, affronté les vérités les plus amères et finalement choisi de pardonner pour sauver un enfant. La leçon que nous devons tirer de cette histoire n'est pas seulement pour les jeunes, mais pour nous tous, pour quiconque vit dans la complexité des liens familiaux. Car l'amour ne doit jamais être possessif. Pardonner n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Et le bonheur ne dure que lorsqu'il est construit sur la vérité, non pas lorsqu'il se cache derrière de faux prétextes. Si vous aussi vous avez retrouvé des éléments de cette histoire en vous, si vous avez vécu des douleurs ou des miracles similaires, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes toujours à l'écoute. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne. Nous continuerons à vous présenter des histoires vraies, émouvantes et touchantes. Nous vous remercions sincèrement pour votre intérêt et votre soutien.